Et du coup, à partir de ce moment-là, vous avez soit, enfin, le patient est en coma naturel entre guillemets. Comment est-ce que du coup, quelles mesures? Est-ce que là, du coup, ça va être juste uniquement les mesures comportementales dont vous avez déjà parlé pour après distinguer les différents états? Ou est-ce qu'il va y avoir toute une série de marqueurs biologiques, etc., que vous allez venir prendre en compte pour établir justement l'état? Oui, oui, alors ça, c'est là où ça devient éminemment dépendant de l'endroit où on est, d'accord? Donc, depuis des années, il y a beaucoup de centres qui utilisent des marqueurs, mais certains centres se sont fait leur propre petite batterie de marqueurs. Après, pour certains domaines, notamment après l'arrêt cardiaque, c'est assez codifié, mais en fait, il y a un choix, d'accord, de différents marqueurs et du coup, les gens font ce qu'ils ont sous la main, d'accord? Donc j'ai la chance de travailler dans un centre qui est dans un pays encore assez riche pour faire des soins de qualité, de tester des biomarqueurs dans un centre qui a une culture qui s'est développée de la neurophysiologie. La neurophysiologie, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau par des sources, on va dire, électriques, d'accord, l'électroencéphalogramme et les potentiels évoqués, on en parlera peut-être un peu après. On a aussi accès à de la biologie et après on a les marqueurs cliniques. Donc du coup, il y a des cas comme ça où c'est très codifié et après il faut juste choisir ce qu'on a. Et pour le reste, ça dépend éminemment des cultures médicales et de la disponibilité. Et en fait, la culture médicale, elle s'est créée autour de la disponibilité, hein. Quand on est depuis tout petit comme moi dans un centre, on fait beaucoup de neurophysiologie, ben, on a appris la neurophysiologie. Et après, il y a d'autres endroits où ils n'ont pas forcément beaucoup de neurophysiologie et ils ont fait de l'imagerie. Et après, du coup, ils sont devenus experts et du coup, ils arrivent très bien à interpréter tout ce qui vient de l'imagerie, beaucoup mieux que nous qui ensuite essayons de développer pour la recherche. Donc, du coup, moi, si je parle de ma pratique, en ayant conscience que c'est qu'un point, voilà, c'est situé dans le temps et dans l'espace, euh, la base, c'est quand même d'évaluer les malades comportementalement. Donc, on fait des échelles, d'accord? C'est des échelles où c'est l'intuition clinique, hein. C'est les échelles, en fait, les gens les connaissent indirectement et donc du coup ils disent bah là, il fait ça et ça. Moi, quand je fais l'échelle, ça le confirme. Mais comme je suis pas arrivé au même moment, forcément, des fois, j'ai pas forcément exactement le même résultat. Et puis, on fait ça de manière répétée. Ça coûte rien, c'est simple et quelque part, ça permet, quand c'est positif, d'avoir le gold standard. D'accord. Et donc là où c'est le plus utile, c'est quand les malades ils sont vraiment très très bas sur les échelles comportementales et qu'ils y restent, c'est-à-dire qu'on voit pas de fléchissement, de frémissement d'amélioration. C'est pas la remontada quoi. Et donc du coup là on va se dire bah là on va se permettre après un certain délai, quand on est vraiment sûr qu'il n'y a plus de facteurs confondants, enfin quand on est sûr que le malade, voilà, c'est sûr qu'il faut non seulement que les drogues soient éliminées, mais s'il a des circonstances de son fonctionnement métabolique qui sont pas optimisées, on les optimise, on vérifie que ça change pas son état. S'il a trop de liquide dans le cerveau, ça s'appelle l'hydrocéphalie, on traite l'hydrocéphalie, bon, on élimine les facteurs confondants, et quand on dit, bah non, il n'y a plus que la lésion, là, il faut y aller, bah là, du coup, on fait des tests. Donc, les tests que l'on fait en pratique, vraiment, c'est électroencéphalogramme, ce qu'on appelle les potentiels évoqués. Électroencéphalogramme, en gros, on regarde l'activité cérébrale spontanée et sa manière de réagir à des stimulations. Et ensuite, on va regarder si l'activité, elle est riche, pour faire simple, ou pauvre. Et ça nous donne une idée globale sur la gravité de l'altération du fonctionnement cérébral. Il y a différentes bandes de fréquences qui sont parfois qu'on a nous physiologiquement quand on dort, mais là qui sont permanentes, qui ne disparaissent pas quand on stimule, qui sont monotones, trop régulières. Au contraire, il y a des patients, ils ont une activité assez riche et elle est fluctuante et du coup ça rapproche des caractéristiques de l'électroencéphalogramme normal. Donc on dit quoi là, ils sont peut-être engagés dans un processus d'éveil, ils sont réactifs, ça quand on les stimule, même s'ils bougent pas, en fait on voit que le cerveau ça change, c'est-à-dire que leur cerveau il est afférenté par les informations du corps. Et puis il y a des cas un peu intermédiaires où c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu rapide mais c'est très monotone, donc il faut aller plus loin. Et donc ça depuis longtemps il y a eu des ça l'EEG, c'est dans le coma, c'est les années 50-60, hein. Mais on continue à l'utiliser. Et après, ils ont développé des outils un peu plus reproductifs parce que le problème de l'EEG, c'est une interprétation un peu opérateur dépendant, c'est-à-dire que la personne qui le lit met un peu de sa patte dans la réponse et du coup voilà c'est un peu une des limites, mais bon comme ils apprennent ça comme il faut dans des formations spécialisées, du coup ils essayent de recréer une homogénéité, puis il y a des critères qui ont été publiés auquel il faut se conformer. Mais bon, néanmoins, quand même, il y a une volonté de créer une reproductibilité de ces résultats en utilisant ce qu'on appelle les potentiels évoqués. Donc là, c'est aussi une forme d'électroencéphalogramme où en fait on prend du bout de fonctionnement de cerveau, d'accord, mais qui est synchronisé avec une stimulation.
D'accord. Et après, on enregistre l'activité du cerveau, mais aussi, on va dire, des nerfs et de la moelle qui va permettre de faire passer l'information sensorielle depuis le corps vers le cerveau. Et donc, du coup, on regarde comme ça comment se passe le passage de l'information sur, on va dire, entre 10 millisecondes après une stimulation auditive. Quand on veut s'intéresser au tronc cérébral, ça va jusqu'à 50 millisecondes quand on va aller jusqu'au cortex. Puis après, si on va s'intéresser à ce qui est plus tard dans les fonctionnements un peu plus tardifs, ça va jusqu'à 500 millisecondes, pour faire simple. Et quand on stimule, pas au niveau des oreilles pour les réponses auditives, mais au niveau des nerfs du poignet pour aller voir la réponse, on dit somesthésique, hein, c'est la réponse de la sensibilité. Du coup, là, on enregistre sur environ 30-40 millisecondes parce que la réponse qui nous intéresse, elle est autour de 20 millisecondes. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très brut, réductionniste, très, très simplificateur, mais ça nous permet, en répétant comme ça des centaines, voire des milliers de fois les stimulations, de voir si il y a quelque part où l'information est coupée, et indirectement, ça nous dit qu'à cet endroit-là, il y a une lésion qui bloque, ou qu'il y a une souffrance du cortex qui est particulièrement sévère. Et du coup, dans certains cadres, notamment en post-arrêt cardiaque, il y a certaines de ces réponses qui sont vraiment associées à une très très mauvaise évolution, de telle sorte que même si c'est rare d'avoir ces circonstances-là, des fois on est vraiment absolument sûr que le cerveau il n'est pas détruit au sens de la mort cérébrale, mais il y a tellement de structures fondamentales qui sont détruites de manière globale, homogène, comme c'est le cas après un arrêt cardiaque, que du coup on va envisager d'arrêter les soins. C'est-à-dire qu'on a des équivalents de mort presque complète du cerveau qui fait que l'arrêt de soins est assez simple, entre guillemets, à discuter. Il n'est jamais simple à discuter avec les familles, parce que c'est toujours des drames, mais en tout cas, il n'y a pas trop de doute. Et ça, c'est un cas très particulier dans l'arrêt cardiaque. Et toutes les autres causes, pour faire simple, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que même quand on prend les critères les plus durs que l'on a dans l'arrêt cardiaque et qu'on les transfère dans une autre cause, on a du mal à retrouver des certitudes. On n'a jamais vraiment de certitude à 100%, mais quand même, on s'en rapproche dans certains cadres de type de lésion qui est associé à un type de biomarqueur. Mais quand c'est un petit bout d'AVC à un endroit, puis un autre bout d'AVC à un endroit, ou alors que c'est un traumatisme crânien qui a donné une petite lésion d'un certain type là, puis une petite lésion d'un certain type là, bah du coup, même quand on a les profils les plus sévères, on sait que la capacité de plasticité peut encore évoluer, peut encore faire évoluer le tableau et éventuellement le patient, mais la limite, et ça peut-être qu'il faut qu'on en parle à un moment donné quand même, c'est que ça va le faire évoluer souvent dans la dimension dont on parle depuis le début, qui est la sortie du coma et la récupération de la conscience, ou en tout cas des marqueurs de conscience. Mais le problème, c'est que nos outils ne sont pas calibrés, ils ne sont pas très pertinents, ils ne sont pas très performants pour prédire l'évolution dans le fonctionnement cérébral final. Depuis le début, j'ai dit l'agression cérébrale, c'est pas que l'altération de la conscience, il y a de la motricité, il y a des aspects cognitifs. Mais du coup, les outils qu'on a calibrés, on les a calibrés pour prédire l'évolution plutôt de la conscience. Mais on peut prédire l'évolution de la conscience chez des gens en sachant qu'ils seront peut-être conscients, mais très 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 handicapés et très lourdement altérés dans leur fonctionnement quotidien, et qui fait que voilà, peut-être qu'ils seront conscients, mais avec très peu de moyens de le faire savoir. En gros, on risque de les faire évoluer vers un état de conscience, mais qui sera peut-être dans un état de dissociation cognitive ou motrice. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont peut-être rester dans un état de conscience infra-comportemental, qu'ils ne le feront jamais savoir à leurs proches au quotidien, ou dans un état de conscience dont ils peuvent donner des fois, quand c'est le meilleur moment, une information extérieure par je sais pas, un muscle, un membre qui va fonctionner, mais qui vont garder une perte d'autonomie complète pour tous les actes de la vie quotidienne, et qui ne récupérera pas, voilà, qui aura une petite cinétique d'évolution, mais qui va plafonner assez rapidement et à un niveau assez bas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, même si voilà, le sujet du podcast, c'est la conscience, comme l'altération du cerveau, elle est globale, on, on ne doit pas s'arrêter qu'à l'évaluation de la conscience, parce que c'est aussi des fois pas ce que les familles nous demandent. C'est pas ce que les patients ont demandé parfois. Des fois, certains patients, quand on a des directives anticipées, ne parlent pas de conscience. Alors que pour d'autres familles, c'est central. Et même c'est central, mais d'un autre côté, c'est pas indispensable non plus. C'est-à-dire que chez certains, ça peut être une volonté de dire non, mais c'est la vie. C'est tant qu'il y a un souffle de vie, même sans conscience, ça peut avoir un sens. Donc du coup, dans ces cas-là, à quoi bon prédire l'évolution de la conscience si de toute manière la volonté du patient, des fois lui-même, ou de la famille, n'était pas de récupérer la conscience, mais était simplement de rester en vie. Donc des fois, il y a aussi la question de est-ce que c'est toujours pertinent de faire les bilans,
nous, on considère que oui, parce que ça permet quand même d'expliquer, de comprendre, et puis il y a des aspects scientifiques et d'intérêt scientifique évidemment là-dedans, mais c'est vrai que des fois, on se retrouve avec notre bilan et puis la famille nous dit bon, bah super, mais en fait, lui, il voulait être comme avant. Et ça, malheureusement, être comme avant avec les lésions qui se présentent parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tests pour savoir que ce ne sera pas comme avant.